Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes vendredi 2 février 2018. Aujourd'hui, je vous rappelle que cet après-midi, il y a une NFP. D'ailleurs, il y aura un webinaire spécial NFP qui sera présenté par moi-même à 14h15 heure française. Alors, on va commencer tout de suite par l'avertissement égal sur les risques que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, bonjour à vous Ramzi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'espère que vous allez bien aussi. Bonjour Nicole, nous sommes vendredi. Alors l'USD haussier ou baissier, bien c'est l'excellente question Nicole. Nous allons y répondre dans un petit instant. Bonjour Valentin, bonjour à vous Catherine. Peut-on voir attendant GBP s'achève pour la journée, voire plus, merci. Très bien, c'est noté. Franck que je salue également, Didier, Pascal. Voilà, bonjour à toutes et à tous, encore une fois. On va commencer par l'actualité. Alors j'ai été bref. Au niveau des actions, on a, comme vous pouvez voir, des belles ventes sur une vente sur Wall Street qui n'a pas eu lieu depuis pas mal de temps. Alors comparé aux indices européens, ce n'est pas grand-chose, mais voilà, en relatif, en tout cas, Wall Street n'a pas connu une baisse comme celle-là depuis quand même pas mal de temps, ce qui entraîne les indices mondiaux, eh bien, ce qui les tire vers le bas. Et en plus de cela, on a, en Europe, que ce soit l'euro ou la livre sterling, qui font en plus pression sur ces indices. Donc c'est pour ça que sur les indices européens, le DAX a perdu 1,5% hier. C'est pour ça qu'on a un momentum très important. C'est cette baisse sur Wall Street et l'euro que nous allons voir ça dans un petit instant. Au niveau du dollar, on n'a pas de rebond du dollar. Pourquoi on n'a pas de rebond du dollar? C'est parce qu'on a certes, on a les rendements des obligations d'État américaines qui progressent, qui augmentent. Par exemple, le 10 ans, il est à 2,79%, c'est un plus haut depuis 2014. Sauf qu'en fait, ce qu'on a, c'est un marché obligataire d'un point de vue global qui eh bien qui surchauffe et qui donne de plus en plus de signaux baissiers. Ce début d'année a été très négatif pour le marché obligataire, donc ce n'est pas sur une seule localisation comme par exemple aux États-Unis. Donc les spreads en fait internationaux, les spreads périphériques aux États-Unis, eh bien restent plutôt stables finalement parce qu'il y a des rendements qui progressent partout, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Japon, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Voilà, ça augmente à peu près partout. Donc les spreads internationaux sont stables et tant qu'ils sont stables, on ne pourra pas réellement avoir du rebond du dollar. Voilà, le dollar il rebondit dès qu'on a un spread US avec un autre pays comme US Allemagne qui s'écarte. Or, il s'écarte pas vraiment en ce moment. Il est plutôt stable comme nous allons voir dans un petit instant. Par contre, au niveau du yen, on a le rendement du 10 ans japonais qui est au-dessus de la banque de l'objectif de la Banque du Japon. Je vous rappelle que la Banque du Japon rachète à quantité illimitée les obligations d'État japonaises qui sont au-dessus de 0,10%. On a un rendement qui est à 0,11. Donc on a la BOJ qui va intervenir sur le marché obligataire, racheter des obligations pour le faire baisser en dessous de 0,10. Donc on a un spread qui pourrait se créer entre l'USD et on a un spread obligataire qui peut se créer entre le 10 ans américain, le 10 ans japonais et favoriserait ainsi la hausse de l'USD yen. Donc là, on a peut-être une opportunité sur les yen. Je dirais que le scénario haussier, la stratégie haussière n'est pas encore terminée. On a encore une chance avec ce spread. Et une grande chance, je dirais. Et au niveau des crypto-monnaies, poursuite des ventes, en raison de la montée des tensions des régulateurs et des doutes quant à leur viabilité, CF, surtout le Bitcoin. Au niveau du résumé de la science américaine et asiatique, on peut voir que on a le Dow Jones qui a encore une fois clôturé dans le vert. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a eu une hausse des cours de pétrole. Les rendements obligataires progressent. À l'inverse, les technos, on peut voir que les Nasdaq se replient. On a eu des bons résultats au niveau de Apple et Amazon, des très bons résultats. Euh, Facebook, c'était bon. Google, pas tellement. Mais malgré ces bons résultats d'un point de vue global, on a eu des actions qui ont été quand même vendues, que ce soit Apple, Amazon.
Ça a été vendu, Facebook également. Facebook a perdu moins 5% d'une séance, et c'était même pas pendant la séance, c'était en pré-market, en pré-ouverture. Donc voilà, on a des prises de bénéfices globalement sur les marchés, comme on peut le constater. DXY qui a perdu 0,53%, le rendement du T-Note plus 7, le yen qui recule, on peut voir ce matin, le gold progresse, le Nikkei c'est pareil sous tension et le Hang Seng à l'équilibre. Au niveau du calendrier, alors ce matin on a le PMI construction, on peut voir du GBP du Royaume-Uni, mais sinon ce sera réellement le NFP à 14h30 qui sera intéressant. Donc le NFP accompagné, comme vous le savez, du taux de chômage et du salaire horaire moyen. C'est ces trois indicateurs qui sont importants à surveiller. Une hausse du salaire horaire moyen. En fait, c'est une baisse du taux de chômage égale hausse du salaire horaire moyen égale hausse de l'inflation. Bien évidemment, euh, ce n'est pas impacté directement. Il y a un temps de latence entre ces trois indicateurs. Le taux de chômage fait peu à peu augmenter les salaires, qui fait à son tour peu à peu augmenter l'inflation. Ce n'est pas imminent. Et ensuite, donc l'indice de confiance, non, l'indice de confiance du Michigan, 16 heures. Et enfin, nombre de plateformes de forage en activité qui devrait, à mon avis, augmenter. Alors, je regarde un petit peu. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. François, bonjour, Didier, avec du USD, merci de me donner votre avis. Très bien, crypto. Alors, crypto baissière, on va le voir dans un petit instant. Alors, bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Il y a pas mal de questions ce matin. Alors, je vais essayer de tous les répondre. Alors, comme d'habitude, on va commencer sur DXY. Donc, DXY. Écoutez, nouveau plus bas hier. Je pense que le timing, il est pas bon. Je crois toujours à un rebond, mais l'analyse technique nous montre bien que voilà, le timing n'a pas été correct. Je pense qu'on peut annuler la hausse du DXY pour le moment. Maintenant, encore une fois, l'analyse technique reste identique, c'est-à-dire qu'on a une divergence haussière qui est en train de se mettre en place sur le DXY. On regarde le Pro Screener. Le Pro Screener, on a ces paires majeures qui sont dans des zones d'excès et uniquement les paires majeures parmi tous ces actifs ici. Parmi tous ces actifs, il n'y a que les paires majeures. Euro-dollar, GBP USD, USD CHF. Ça montre bien que le dollar est survendu. En plus de cela, DXY divergence haussière. Les dernières fois où on a eu des divergences haussières, ça aboutit à au moins un petit rebond. Vous voyez ici, divergence haussière. On a eu au moins un rebond. On a eu un rebond de l'ordre de, par rapport au plus bas, de 1,76%. Donc vous voyez, 1,76%, c'est pas loin des 90 points. Donc voilà, je n'enterre pas l'âge de guerre concernant le scénario de hausse du dollar, mais je pense que le timing n'était pas bon. Là, il arrive sur support 88,15, donc pas d'achat sur 88,15. Moi, j'attends. Honnêtement, je suis convaincu qu'il y aura un dollar. Maintenant, ça peut être la semaine prochaine. Ou ça peut être fait par le NFP ce soir, cet après-midi, pardon. Donc voilà, le dollar, on met de côté. Par contre, comme je l'ai dit, l'USD yen, voilà, l'USD yen, ça ne l'empêche pas de progresser. Surtout que la BOJ devrait intervenir pour faire baisser ce rendement, créer un spread entre le 10 ans américain et japonais, et donc favoriser la hausse de l'USD yen. Donc, le scénario à 110 est toujours d'actualité. L'AUD USD au 3,080 n'a pas vraiment de signaux. Est-ce que c'est un signal d'achat ce pullback? Moi, je ne pense pas. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai une conviction haussière sur le dollar. Le signal que j'ai donné en début de semaine n'a pas été bon en termes de timing. Donc voilà, mais ce n'est pas pour autant que la hausse n'est plus à prévoir. Le dollar, il faut être patient. Les signaux que nous avons sont généralement impactés sur le prix 1 à 2 semaines plus tard. Donc voilà, moi personnellement, je n'abandonne pas la hausse du dollar. Donc la USD, bien qu'ils reviennent sur ce support, bien qu'ils peuvent être attractifs, lorsque je vois un RSI qui tombe comme cela, et une MACD qui se croise, je préfère rester à l'écart. Parce que les dernières fois où le MACD a été aussi important, on peut le voir, c'était en août 2017 et en mars 2016. Et par la suite, ça avait entraîné une belle baisse en mars et en août également. Juillet, août, pareil.
Et on avait une belle divergence, on peut voir sur la MACD, belle divergence entre la MACD et la USD. Là, on a peut-être une qui va commencer à se créer. On a peut-être un nouveau plus haut, c'est peut-être un support qui va permettre le rebond. Et dans ce cas, s'il y a un rebond au-dessus des précédents plus hauts, ça ferait normalement une divergence. Mais bon, c'est pas sûr qu'il y ait un rebond non plus. Donc voilà, je préfère rester à l'écart sur la UD. Si le dollar est haussier, eh bien la UD devrait être impactée assez rapidement. À l'image de l'or, on sait que la UD est corrélée à l'or. Si l'or est baissier, la UD aura de grandes chances d'être baissier également. Donc voilà, l'or c'est pareil. L'or, le scénario 1311, pour moi il est toujours d'actualité. On a toujours cette divergence baissière. La divergence a rarement tort. Donc voilà, je préfère croire l'action du momentum plutôt l'action du prix. Le momentum donne beaucoup plus d'indications sur la psychologie du marché. D'ailleurs, le prix ne donne aucune psychologie du marché, quasiment aucune psychologie du marché. C'est vraiment l'état du momentum. Donc voilà, personnellement, je reste aussi sur le dollar. Maintenant, c'est clair. Le signal qui a été donné, c'était lundi, n'a pas été bon. Ce qui m'a pensé que le dollar peut aller encore un petit peu plus bas. Là, il arrive sur support 95, s'il casse les 95, ça serait dangereux parce que la prochaine baisse serait alors jusqu'à 85 potentiellement. Mais voilà, on a cette divergence qui est en train de se former et plus la divergence sera importante et plus le potentiel haussier le sera. À l'image de ce qu'on a connu un peu ici, regardez. Regardez cette divergence, le momentum haussier. Bon là c'est excessif. Hein. Vous voyez que la baisse a continué pendant un trimestre quasiment. Mais bon après on a eu un réel bull market. En fait, je vais vous dire un catalyseur qui est extrêmement surveillé, plus qu'un FP, c'est le 8 février. Le 8 février, je vous rappelle, c'est la deadline pour le budget, pour un accord de long terme sur le budget fédéral américain. Je vous rappelle que le shutdown a été fini au bout de 3 jours parce qu'il y avait un accord temporaire de trouver sur le financement fédéral, du budget fédéral. Mais c'était que temporaire. Et les démocrates et républicains du Congrès, ils doivent trouver un accord final de long terme d'ici le 8 février. Ce qui est fort possible, en tout cas l'une des possibilités, c'est qu'on ait une augmentation de la dette américaine. C'est en tout cas ce que veut Donald Trump pour financer son plan d'investissement dans les infrastructures publiques, 1500 milliards, faut les financer. Donc voilà, s'il y a une hausse de l'endettement, le marché obligataire américain devrait accélérer la vente et donc les spreads devraient se créer. Et ce serait peut-être le catalyseur qui pourrait permettre un réel rebond du dollar. Un réel rebond plus qu'une hausse des taux. Voilà. Donc voilà, c'est le 8 février. Je pense que ça va être une date très importante pour le dollar. Voilà, donc voilà, affiché à l'écran. Comme ça, on va le mettre en orange. Voilà. 8 février, date vraiment très importante. Et je pense que le dollar va rester plutôt en légère baisse, peut-être consolidation, peut-être qu'il va maintenir ce support d'ici le 8 février. Le 8 février, c'est jeudi prochain. Sinon, ça repart en shutdown. Voilà, on continue. Le NZD, on peut voir qui progresse, mais il y a quand même une divergence baissière qui continue de s'accentuer. Encore une fois, voilà, divergence baissière sur le NZD, l'euro-dollar suracheté. Il atteint les 1,25. On n'a pas de clôture au-dessus des 1,25, donc pas de signal haussier. Enfin, si on regarde la clôture, elle est à 1,25 et quelques, donc on n'a pas vraiment de clôture. Hein, c'est précisément 1,25,11. Pour moi, je n'accorde pas cette clôture au-dessus des 1,25. La clôture hebdomadaire, par contre, ce soir sera importante. Le GBP, c'est pareil, suracheté. On a cette divergence qui est en train de se mettre en place. Pareil.
L'USD-CHF pardon casse ce support. Donc on a annulé le signal haussier, mais c'est pareil, divergence 22,43, 22,53, donc on a une divergence qui est peu à peu en train de se mettre en place, plus qui évolue dans une zone de survente. Donc voilà, prudence, j'ai envie de dire, sur les ventes dollars. Honnêtement, c'est pas le moment de vendre de dollars. Ça n'a l'air pas d'être le moment de l'acheter non plus. Donc, restons à l'écart des paires majeures, je pense, à court terme. À part pour l'USD Yen. Comme on l'a dit, on a ce spread entre les deux pays qui est en train de se creuser. Si on regarde, je vais garder ce graphique, donc on va le voir après ce spread. Alors, je regarde les questions sur les devises en temps l'USD CAD. Alors, l'USD CAD, c'est parti. Donc, l'USD CAD, on peut voir que ça a été enfoncé. Ça a été enfoncé parce qu'on a eu une hausse des cours de pétrole, vous voyez hier, qui reste dans leur range. Hein. Le brut reste en dessous de 71, en dessous de 66, pardon, et le Brent reste en dessous de 71, qui avait été son plus haut de 25 janvier 2018. Voilà, donc toujours cette zone de consolidation. On a eu un rebond qui était dû à un rebond de momentum. On peut voir zone de neutralité. On a le rebond. Voilà, donc le CAD a été bullish et donc le SD CAD. Voilà. Par contre, quand on a vu le pétrole, il arrive sous ses résistances, sous ses plus hauts de 2018, sous ses récents plus hauts, pardon. Donc on a une marge de progression du dollar peut-être un peu plus importante. Voilà, donc l'USD CAD, honnêtement, à court terme, je préfère rester neutre. À moyen terme, c'est-à-dire qu'il y a que 1 à 2 semaines, 1, 2, 3 semaines, je crois en une hausse de l'USD CAD. À long terme, c'est la baisse. Vous savez que même si les hausses des taux du dollar CAD ont été pricées, ça reste quand même une devise qui superforme le dollar. Donc voilà. Alors je regarde toutes les questions. GBP-CHF de la part de Catherine. Alors le GBP-CHF, l'objectif a été atteint. L'objectif a été atteint à 1,35 au pips près, j'ai l'impression. Alors, plus haut, 1,3492. Bon, de toute façon, vous savez que nos zones de résistance, on met toujours un take profit en dessous de la zone de résistance, donc normalement l'objectif a été atteint. Nous ne ferons pas, rappelez-vous, au CAD-Yen, c'était en mois de septembre, il me semble, le CAD-Yen quand nous étions haussiers, et que cet objectif avait été atteint à 0, même pas un pip, c'était un demi-pips. Voilà, on s'était dit que on allait mettre toujours les objectifs en dessous des résistances, donc le GBP-CHF, normalement, ça a dû être fait. Voilà, donc GBP-CHF, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, on a une divergence qui est en train de se mettre en place, ce qui invite à prendre des bénéfices sur le GBP, tout comme le GBP-USD. Voilà, GBP-USD, divergence qui se met en place, GBP-CHF, c'est pareil, l'euro GBP, comment il est, on n'a pas de divergence sur l'euro GBP, mais donc voilà, GBP-USD, divergence, GBP-CHF, divergence, GBP-Yen, regardons un petit peu, ça devrait continuer d'être haussier, voilà. Résistance à 156 atteinte. Bon, d'un point de vue momentum, on a encore une marge, semblerait, sur le GBP, mais je pense pas que ça viendra du GBP, mais plutôt du yen. Le yen baissier, ce qui va mécaniquement faire remonter le GBP. Voilà. Donc le GBP yen, c'est toujours bullish. Maintenant, le GBP USD, GBP CHF, prudence. Prudence, voilà. Le yen, ça, c'est la devise qu'il faut vendre à court terme. C'est la devise qu'il faut vendre, étant donné que le rendement du 10 ans a progressé et que, eh bien, la politique monétaire de la Banque du Japon n'a pas changé sur ce point-là. C'est-à-dire qu'elle rachète à quantité illimitée les obligations lorsque le rendement du 10 ans est au-dessus de 0,10. Et donc, en faisant cela, ça fait pression sur le yen, tout simplement.
Donc voilà, et elle n'est pas prête de changer cette a priori elle changera pas cette cette décision, cette action de politique monétaire d'ici au moins le deuxième semestre 2018. Donc voilà, le yen devrait quand même rester sous pression, même s'il est amené à progresser. Son momentum ne peut guère être aussi important que l'euro à court terme, mais au deuxième semestre ça pourrait changer. Voilà, donc au final l'euro yen progresse, donc le repli à 132,88, je pense que nous ne le verrons pas. Donc voilà, l'euro yen marque des nouveaux scores, marque des nouveaux records. La prochaine résistance majeure c'est 140. Je pense qu'elle peut être atteinte sur du moyen terme. Tout comme l'USD yen peut tout aussi bien, déjà 110 ça va être un objectif atteint, mais je pense concrètement qu'on peut viser la moyenne mobile à 200 jours. Je pense que c'est faisable. Donc la USD, on me redemande, donc Pascal, la USD, consolidation, on n'a pas de scénario sur ce niveau de prix. Il y a peut-être un rebond qui va se faire étant donné que le momentum va retoucher 50. Généralement quand il retouche 50 après avoir marqué, vous voyez, un petit plus haut, on a un repli, ça touche 50, on a un rebond. Donc moi je pense qu'on aura un rebond. Maintenant attention parce que shorter le dollar c'est quand même assez voilà, c'est quand même assez compliqué. Ça me semble en termes de timing, le shorter maintenant, ça me semble pas vraiment possible. Maintenant ça vous doit. On passe sur les marchés actions. Le Nikkei 23 000, c'est toujours un niveau de support qui se paye. Le Hang Seng consolide. L'Eurostock 50, voilà, cassé 3006. Vous voyez cette baisse, il n'y a pas d'autre mot. Il revient à 3550. Donc c'est son point d'origine de fin d'année 2018, fin d'année 2017, pardon. Ce que je voulais vous faire voir, c'est ce graphique-là. C'est le S&P avec une force relative euro-dollar. Donc en clair, S&P affecté par le taux de change euro-dollar. Ça donne plus ou moins le CAC 40. Ce qui veut dire que le CAC 40, si on a l'euro-dollar haussier, mais que le S&P est haussier, enfin si on a le S&P qui est haussier, pardon, mais que l'euro-dollar est haussier, généralement le CAC 40 ralentit. Et si le S&P est baissier et que l'euro-dollar est haussier, alors là on n'a quasiment aucun catalyseur. Regardez, je vais vous faire voir. S&P, euro-dollar. Là on a l'euro-dollar en bleu et je vais mettre le S&P en violet. Et on va cacher. Alors non, on peut pas. Non. Et vous voyez que par exemple le S&P, alors bon, le trouver des tendances baissières à court terme, c'était pas vraiment le cas. Mais vous voyez que ici, si vous regardez à droite violette, on avait un plus haut, on a eu le repli et on a consolidé parce que l'euro a baissé. Donc finalement, ça a équilibré la balance. Maintenant, voilà, si on regarde le S&P ici, il était légèrement haussier, mais parce que le momentum de l'euro-dollar était trop important, on avait le CAC qui a baissé. Autre exemple, ici, on a le S&P qui augmente de façon linéaire. Vous voyez, qui augmente petit à petit. Mais le momentum de l'euro, trop important, affecte le CAC 40. Voilà, donc c'est pas hausse de l'euro égale baisse CAC 40 ou baisse DAX. C'est toute une question de momentum. Le momentum euh, doit être faible, doit pas être dans l'euphorie, tout simplement. Si on a un momentum trop important, ça fait pression. Mais hausse de l'euro n'est pas incompatible avec hausse du CAC 40, à l'image de ce qu'on avait ici, par exemple. Ici, regardez, le CAC 40 qu'augmente, et l'euro-dollar qu'augmente également. Vous voyez que si on fait un point de là, si on fait un point dans cette zone, on a bien le CAC qui progresse et l'euro-dollar qui progresse. Autre exemple, euh, bien de toute façon, regardez cette zone, on peut même aller un petit peu plus loin.
Si on prend le plus haut du CAC, le CAC, son plus haut, avec le plus bas de l'euro-dollar. Vous voyez que l'euro-dollar marque des points bas de plus en plus haut. Et c'est pareil pour le CAC. Donc voilà, c'est pas incompatible. Maintenant, c'est toute une question de momentum. Si on ajoute à cela petite moyenne mobile, je vais mettre une exponentielle pour donner plus d'importance au dernier prix. Donc on va mettre une moyenne mobile sur du 21 périodes, ce qui fait un mois à peu près. On va enlever l'euro-dollar. Et voilà. Et là, on voit clairement que, d'un point de vue momentum, dès qu'on a ce momentum qui accélère, on a l'euro-dollar qui baisse. Encore une fois ici. Vous voyez que quand l'euro-dollar augmente, pendant une certaine période, un 21 en l'occurrence ici, mais on pourrait ajuster tout le temps. Mais vous voyez que c'est pas hausse de l'euro égale baisse du CAC. C'est tout un effet de momentum de durée. Le momentum, c'est une performance sur une durée. Voilà. Donc, le momentum, on peut voir que plus il accélère, plus on a la baisse du CAC. Voilà. Donc, momentum trop important haussier de l'euro-dollar et par contre incompatible avec haussier CAC 40. Voilà, c'est un petit peu la leçon, j'ai envie de dire, du jour. Ça va un petit peu loin, je vous l'accorde, mais c'est pour vraiment se comprendre ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Ce qui veut dire que Wall Street, s'il marque une pause et que l'euro-dollar continue à progresser, les marchés européens pourraient accentuer leur baisse. Donc là, la stratégie qui avait été donnée samedi dans mon article, achat Eurostox à 3600, n'a pas été bon. Donc voilà, l'Eurostox, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut acheter ce niveau de prix? Moi, je m'abstiendrai de payer. Au vu de la tendance de Wall Street et au vu de la tendance de l'euro-dollar, on n'a aucun des deux catalyseurs qui jouerait en faveur des indices européens. Donc, voilà, on reste pour le moment à l'écart. En fait, ce qu'il faut essayer de deviner, ce qu'il faut essayer d'anticiper, c'est le point haut de l'euro-dollar. Dès qu'il y aura le point haut, donc que qu'il y aura une baisse de l'euro-dollar, le CAC aura de très fortes chances de progresser. Si Wall Street est haussier et que l'euro-dollar a fait son point haut, ça sera à ce moment-là où il faudra payer les indices européens. Enfin, surtout le CAC, le DAX, etc. Voilà, ce sera vraiment à ce moment-là. Donc, vraiment, tout est une question de l'euro-dollar. Est-ce que vous anticipez le point de l'euro-dollar à 1,26? Est-ce que vous l'anticipez à 1,30? Est-ce que vous pensez qu'à 1,25 c'est le point haut? Voilà, tout dépend de votre analyse. Moi, mon objectif 2018 euro-dollar pour la fin de l'année, c'était 1,25. Donc, il a été atteint en un mois. Donc, pour moi, le momentum est beaucoup trop important. J'anticipe encore une fois un repli de l'euro-dollar étant donné que le DXY marque une divergence. Mais ça pourrait se faire en fin de semaine prochaine, le 8 février. Délai pour trouver un accord au Congrès américain pour le financement du budget fédéral. Voilà, donc c'est peut-être à ce moment-là où on va avoir la baisse de l'euro, tout simplement. Donc voilà, c'est à vous d'anticiper aussi, à vous d'avoir votre année sur l'euro-dollar. Si vous pensez que l'euro-dollar peut progresser jusqu'à 1,30, dans ce cas-là, ne payez pas les indices européens à ce niveau de prix. C'est-à-dire qu'une baisse peut se faire jusqu'à 3500 sur l'Eurostoxx. Le CAC peut très bien revenir à 5003. Et donc, le DAX peut très bien, vous voyez, revenir à sa moyenne mobile à 200 jours. Là, pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce graphique-là, pour ceux qui sont pas sûrs d'avoir très bien compris, vous allez sur DailyFX, le CAC 40, et là, j'ai l'article résumé avec voilà toutes les composantes, pourquoi Wall Street c'est un petit peu le moteur mondial, etc. Il y a des graphiques, c'est assez facile à lire, donc n'hésitez pas, je vous l'envoie. C'est une recherche qui m'a pris du temps, donc à mon avis ça ne sera pas du temps perdu si vous le lisez.
Alors j'ai une question sur OCHF, je viendrai après Jean-Yves, hein. Donc je viendrai après, je fais un tour des différents marchés, étant donné on a fait le Forex en premier, et je reviendrai donc sur le Forex à la fin. Donc au niveau des points techniques, le CAC il a un support à 5413. Maintenant, vu la tendance de l'euro et de Wall Street, il y a encore un potentiel baissier. L'Eurostoxx c'est pareil, le DAX c'est pareil. Donc DAX, Eurostoxx, je pense que les moyennes mobiles à 200 jours peuvent être visées. Bon, l'Eurostoxx il est dessus donc ça sert à rien. Mais le DAX, concrètement, les 12 784, c'est possible qu'il soit atteint à peu près, vous voyez, parce qu'on a le rebond qui se fait à quelques pips au-dessus. Mais voilà, cette zone, 12 800 concrètement, 12 800, je pense qu'il y a une baisse de 100 points qui peut se faire encore. On passe, donc les matières premières, on l'a fait, hein. Brut, Brent, il reste en consolidation, qu'on va tracer tout de suite. Voilà, la zone de consolidation. 68, 71 sur le Brent et sur le brut. Sur le brut, c'est 66 à peu près, 66,50 et 63,50. Regardez la belle divergence baissière sur le brut. Regardez cette magnifique divergence. Vous voyez que là, on a des points du RSI de plus en plus bas, des points du prix de plus en plus haut. Que ce soit sur le brut, et sur le Brent, pardon, sur le Brent également. Donc voilà, consolidation, mais avec un penchant à moyen terme, en swing en moyen terme, oui, pour une baisse plus importante qu'un simple retour à 68. Un bon signal, ça serait une clôture en dessous du range. Avec cette divergence, ça serait un formidable signal baissier, direction les 65 $. Au niveau des crypto-monnaies, alors j'ai une question, on me demande des années sur crypto-monnaies. Alors, clôture des 10 000, ça y est, le support qui a été annoncé pendant 2-3 semaines, qui techniquement était justifié, a été cassé. Alors, que faire? Eh bien écoutez, Bitcoin, hein, plus forte baisse en plus de 2-3 ans, il me semble. Moins 66%, hein. Moins 66%. L'Ethereum qui a qui est pas très loin de dépasser le Bitcoin en termes de capitalisation boursière. Alors, il n'est pas près, mais il n'est pas loin. C'est-à-dire qu'il y a entre les deux, regardons, hein, regardons. Ça, il y aura pas de, voilà. Bitcoin 142 milliards, Ethereum 87. Bon, l'Ethereum a bien baissé cette nuit parce que hier c'était pas 87 mais c'était un peu plus de 200. Donc il y avait un écart un peu moins important. Mais donc en tout cas l'Ethereum pour moi en 2018 ça sera la première crypto-monnaie. Voilà. Mais bon, ça c'est pas très important. Ce qu'on veut c'est une analyse technique. Donc le Bitcoin, possible retour à la moyenne mobile à 200 jours. Je pense qu'on peut même la viser complètement. Les shorts moyenne mobile à 200 jours, ça se justifie. Donc voilà. Pour ce qui est du Bitcoin, Bitcoin Cash, c'est pareil. On peut voir en fait, c'est un sell-off. Hein, c'est le marché quand on parle de sell-off. Vous voyez, sell-off, c'est en anglais, c'est vente vraiment vente massive. C'est pas réellement sur un actif, mais on parle surtout de sell-off sur un marché. En ce moment, c'est sell-off marché obligataire, sell-off marché action et crypto-monnaie. Vous voyez, voilà, marché obligataire, tout est dans le rouge. Regardez, ici, il n'y a pas une valeur en vert à part le T-note, mais bon, le T-note, regardez. Vous voyez que bon, on a une baisse du marché obligataire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe avec le Bund. Les crypto-monnaies baissent du Bitcoin, le Gold, le Cash, l'Ethereum, le Litecoin, le Ripple et les marchés actions, hein. Voilà, on l'a vu. Donc voilà, donc on va se concentrer que sur le Bitcoin, l'Ethereum. Moi, il me dit 50 jours, techniquement ça se paye. Maintenant, au vu de l'environnement du marché actuel, je pense qu'on peut anticiper des points beaucoup plus bas. Je pense que le support à 750 est un niveau beaucoup plus intéressant. C'est 50% de baisse par rapport au plus haut atteint au début du mois de janvier. Vous voyez, mi-janvier, le 12 janvier. Donc c'est 50% de baisse, les 750 $ à peu près. Donc pour moi, je pense que l'Ethereum peut très bien revenir à ce niveau de prix. Et donc voilà.
Et donc je vais revenir sur l'euro CHF parce qu'on me pose une question sur l'euro CHF. Alors, bon point d'entrée pour passer à l'achat, pour moi c'est les 1,15. J'ai écrit un article il y a, au début, hein, c'était à ce moment-là. 1,1672, cassure du biseau, objectif baissier jusqu'à 1,15. Je pense qu'il peut être toujours d'actualité. Maintenant, au vu du rebond, ça serait peut-être préférable de prendre une partie des bénéfices et essayer de couvrir le reste de la position. Voilà, parce que, comme on le sait, si on a une hausse du dollar, vraiment une hausse, un rebond du dollar, la première devise qui a le plus de chances d'être impactée par cette hausse du dollar, c'est l'euro. Donc l'euro CHF, en cas de rebond du DXY, a de fortes chances d'être baissier. Le franc suisse a de fortes chances de surperformer l'euro en cas de baisse du dollar. Et puisque moi j'ai toujours ma conviction haussière sur le dollar, je préfère continuer je ne peux que continuer à croire à une baisse de l'euro CHF. GBP Yen achat court terme. Pourquoi pas maintenant, James, comme je l'ai dit, on a GBP USD avec une divergence baissière. Le GBP CHF, divergence baissière. Donc, si on a une vente du GBP, le GBP Yen va progresser, certes, parce qu'il sera probablement soutenu par le Yen. Il continuera d'être soutenu par le Yen, mais le momentum devrait être beaucoup moins important. Et ça sera beaucoup plus intéressant de se positionner, par exemple, sur l'USD Yen. L'USD Yen, je pense, en ce moment, c'est beaucoup plus intéressant de le payer plutôt que le GBP Yen. Voilà. Mais bon, si vous voulez une analyse technique GBP Yen, on a une résistance 156,56 qui est une résistance majeure. Est-ce qu'il faut vendre ce niveau-là? Je ne pense pas, parce que comme je l'ai dit, même si on a le GBP qui est baissier, je pense que le Yen va quand même pousser le prix du GBP vers le haut. Donc voilà, à court terme, j'ai envie de dire pourquoi pas acheter les 155 pour viser 156, 56. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, je pense, sur du court terme. Et donc voilà, et sinon on regarde l'indice techno de IG. Hein. On peut voir quoi? On peut voir un indice qui est quand même haussier. Hein. J'aime bien regarder le FANG index de IG. Alors c'est pas que Facebook, Amazon, Netflix et Google. Il y a aussi Tesla, il y a aussi Apple, il y a aussi Microsoft. Voilà, ils appellent ça le FANG parce que le FANG, vous savez que c'est l'acronyme pour les mastodontes technologie en anglais. Nous, c'est les GAFAM. Eux, c'est les FANG. Donc ils ont utilisé l'acronyme, mais ils ont mis plein d'autres valeurs tech mastodontes. Bref, vous voyez que ce que j'aime bien sur cet indice, c'est qu'en fait c'est un indice techno, c'est comme le Nasdaq, mais en plus volatile. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment les crypto-monnaies, je peux comprendre, hein, pour leur volatilité par exemple. Eh bien, le FANG, on retrouve finalement un produit qui est plus volatile que le S&P lorsqu'il a un VIX. Vous savez que le VIX du S&P, on a beaucoup parlé en 2017, même en ce début d'année, même s'il progresse un petit peu, ça reste quand même une volatilité qui est très très faible sur les marchés actions américains. Par contre, quand on a un indice comme celui-là, vous voyez que l'écart, vous voyez 2,70% en une journée, 4,29, 5,53, donc c'est quand même assez intéressant. Et en plus, c'est des valeurs tech, des mastodontes, donc voilà, 5,01. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant devant nous. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fini avec ce point de marché. En conclusion, dollar, écoutez, sur support. Est-ce qu'il faut le vendre? Non. Est-ce qu'il faut l'acheter? A priori, pas encore. Peut-être que ça se ferait avec, ça pourrait se faire, pardon, avec l'accord trouvé ou non d'ici le 8 février 2018 au Congrès américain sur le budget fédéral. Ça pourrait être le catalyseur. En tout cas, c'est le prochain qui peut l'être. Voilà, donc j'en ai fini avec ce point de marché. On se retrouve à 14h15 pour le webinaire spécial NFP. En attendant, le week-end. Pour ceux que je ne trouverai pas cet après-midi, mais écoutez, bon week-end à vous, à lundi. Mais sinon, à tout à l'heure. Voilà. Excellente fin de matinée et à tout à l'heure.